Pas de bon à rien autorisé à Noël cette année, alors nous n'aurons que ta sœur et sa famille, a ricané mon père. 2 semaines plus tard, le bon à rien qu'ils avaient renié accueillait tout le monde dans son chalet de montagne à 7 millions d'euros. Devinez quel Noël a été gâché? Salut, Reddit. Alors, moi, Lucas, 35 ans, homme, je n'aurais jamais pensé être le genre de personne à publier ici. Mais disons simplement que le Noël dernier a complètement bouleversé ma vie de la meilleure façon possible. Je ne suis pas ici pour me vanter ou pour chercher la pitié, juste pour vous raconter ce qui se passe quand l'enfant invisible arrête enfin d'attendre une invitation et construit sa propre table à la place. Accrochez-vous, ça devient intéressant. Mon téléphone a vibré juste après le lever du soleil, l'écran s'illuminant avec le nom de mon père. Nous faisons un petit Noël. Pas de bon à rien cette année, donc il n'y aura que ta sœur et sa famille. Je l'ai regardé pendant une seconde, l'ai relu 2 fois, puis j'ai répondu, compris. Amusez-vous bien. Court, poli, civilisé. Le genre de réponse qui dit « je m'en fiche », alors qu'en réalité, ça frappe comme un lent coup de poing dans les côtes. J'ai posé le téléphone sur le comptoir de la cuisine et j'ai laissé le silence s'installer. Même schéma, année différente. Chloé et sa vie parfaite, la star de la famille depuis le premier jour, et moi, le personnage secondaire qu'ils oubliaient sans cesse dans la scène. La première fois que ça m'a frappé, j'avais 13 ans. Je venais de gagner un concours régional de robotique, j'avais construit une machine capable de déplacer des blocs par commande vocale. Basique, mais pour un adolescent dans un garage, c'était un miracle. Je suis arrivé en courant dans le salon, le certificat dans une main, encore de la graisse sur les doigts, le cœur battant comme si j'avais déchiffré le code de l'ESA. Papa a à peine levé les yeux de son journal. C'est bien, Lucas. Le solo de Chloé s'est très bien passé hier soir. Son professeur a dit qu'elle pourrait un jour auditionner pour le Conservatoire de Paris. Maman a eu le souffle coupé comme s'il avait annoncé la paix dans le monde. Oh, il faut qu'on l'enregistre pour son portfolio. Mon certificat a fini sous une pile de factures sur le comptoir, où il est resté jusqu'à ce que je le jette moi-même. Puis il y a eu le drone. Je l'ai construit de toutes pièces en utilisant des pièces de vieux jouets télécommandés, je l'ai programmé pour planer et répondre à des commandes de base. Je pensais que peut-être, juste peut-être, cela finirait par les impressionner. J'ai appelé maman dans le jardin. Elle l'a regardé décoller, a cligné des yeux une fois, et a dit « Chouette, Lucas ». Puis, sans hésiter une seconde, elle a ajouté « Oh, l'équipe de débat de Chloé s'est qualifiée pour les championnats nationaux. On prend l'avion pour aller la voir. » Ça a fait mal. Non pas parce que je voulais des éloges, mais parce que ça confirmait ce que je savais déjà, Chloé pouvait éternuer et il l'écrirait dans le bulletin familial. Je pouvais inventer la téléportation, et il me demanderait de faire moins de bruit pendant qu'elle répétait ses gammes. Mais celui qui s'est gravé dans ma mémoire est arrivé un peu plus tard. J'étais dans le garage en train de tester un autre de mes projets ridicules, comme papa aimait les appeler, un petit robot à roues qui pouvait suivre des signaux lumineux. J'avais des câbles partout sur le sol, une demi-douzaine de diodes électroluminescentes clignotant de différentes couleurs. Chloé est entrée, faisant défiler son téléphone, portant une de ces écharpes surdimensionnées qu'elle adorait. Je lui ai dit de faire attention. Elle n'a même pas baissé les yeux, a simplement traversé et a trébuché sur un fil. L'instant d'après, elle criait, se tenant la cheville. Papa est arrivé en courant comme si je lui avais tiré dessus. Bordel, Lucas, a-t-il hurlé. Je lui ai dit de faire attention où elle mettait les pieds. Tu aurais pu la tuer. Regarde ce bazar. Des câbles partout, des outils par terre. Maman est apparue ensuite, théâtrale comme toujours. On l'emmène aux urgences. C'en est fini de ces bêtises. Tu me comprends? C'était un accident, ai-je essayé de dire. Ça n'avait pas d'importance. Ils étaient déjà dans la voiture. Ce soir-là, papa est entré dans ma chambre avec une boîte en carton. Donne-moi ça. Je l'ai regardé, confus. Quoi? Tes affaires. Toutes. Outils, gadgets, fils. Tu peux te ridiculiser autant que tu veux en dehors de cette maison, mais tu restes loin de ta sœur. Il est parti avec mon équipement comme si c'était de la contrebande. Ils m'ont aussi coupé mon argent de poche après ça, en disant que ça m'apprendrait peut-être le sens des responsabilités. Chloé a eu une nouvelle paire de bottes de créateur 2 jours plus tard pour lui, remonter le moral. Après ça,
j'ai arrêté de construire pendant un moment. Chaque fois que j'essayais de commencer quelque chose de nouveau, j'entendais la voix de papa dans ma tête. Tu peux te ridiculiser autant que tu veux. Alors, j'ai arrêté de risquer de me ridiculiser. J'ai étudié tranquillement, gardé mes idées pour moi, et appris très tôt que la curiosité avait un prix à payer. Des années plus tard, quand j'ai finalement été accepté à Polytechnique, je pensais que ça changerait tout. Ça n'a pas été le cas. Ils m'ont félicité comme si j'avais gagné à une tombola. Chloé se préparait pour une autre performance de chorale, et maman a dit « On viendra te voir quand les choses se calmeront ». Ils ne l'ont jamais fait. J'ai repris le téléphone, j'ai regardé ma réponse. C'est comme ça que j'ai survécu à leur version de l'amour familial, agir comme si ça ne faisait pas mal et, finalement, peut-être que ça ne ferait plus mal. J'ai eu un sourire en coin, le genre de sourire qui cache des années de ressentiment silencieux. Joyeux Noël, Chloé, ai-je marmonné. J'espère que ton projecteur est assez puissant pour nous deux. Mon adolescence a été rude. J'avais l'impression d'essayer de construire quelque chose pendant que ma famille agissait comme si j'assemblais des vieilleries. Quand j'ai été accepté à Polytechnique, je pensais que ça allait enfin changer la donne. Jean, peut-être qu'il dirait « Ouah, Lucas, c'est dingue. On est fiers de toi. » Non. Papa a juste dit « C'est loin de la maison, hein. Tu es sûr de vouloir faire tous ces trucs d'informatique ?» Maman a ajouté « La remise des diplômes de droit de ta sœur a lieu la même semaine. On devra voir si on peut venir. » Ils ne sont jamais venus. Pendant ce temps, Chloé a envoyé un texto « Félicitations, frérot. J'imagine que tu vas devenir un hacker ou un truc du genre maintenant. MDR. » C'est tout. L'université était brutale. Tout le monde autour de moi avait des plans de secours, des relations, des parents qui s'en souciaient vraiment. Mon plan de secours, c'était la soupe en conserve. J'appelais parfois à la maison, mais la plupart du temps, ils étaient occupés avec les événements de Chloé, les championnats nationaux de débat, une nouvelle promotion, la planification de sa fête de fiançailles. Ma mère parlait plus des fleurs que de mes examens finaux. Puis il y a eu le mariage, ce cirque. 300 personnes, un quatuor à cordes, des lustres si brillants qu'on pouvait y voir son reflet. Le fiancé de Chloé, Antoine, était l'un de ces types qui portent des boutons de manchette au petit déjeuner. Il m'a à peine regardé. Je pensais que j'aurais au moins la chance de me tenir à côté d'elle en tant que garçon d'honneur, tu sais, en tant que frère et tout, mais non. Antoine avait ses frères de fraternité, ses cousins, même son entraîneur de crosse du lycée. On m'a tendu une lampe de poche. Papa a dit, tu es doué avec les fils. Rends-toi utile. Aide le technicien lumière. Alors, je l'ai fait. J'ai passé la majeure partie de la nuit à ramper sous les tables et à vérifier les prises pendant que Chloé flottait dans sa robe comme si elle était de la royauté. Toutes les quelques minutes, quelqu'un disait « Vous devez être si fiers », et mes parents souriaient comme si c'était eux qui se mariaient. Quand elle a fait son discours, maman a pleuré. Papa a pris des vidéos sous tous les angles. Quand j'ai dit au revoir ce soir-là, il parlait déjà de destination de lune de miel avec les parents d'Antoine. Je doute qu'ils aient même remarqué mon départ. La seule personne qui a pris la peine de me parler pour de vrai était l'oncle Rémi, le jeune frère de papa. Il est l'opposé de mes parents, calme, sarcastique d'une manière drôle, il écoute vraiment quand on lui parle. Il m'a pris à part après la cérémonie et m'a tendu une bière. Je n'en voulais même pas, mais j'ai apprécié le geste. Il a dit, ne le prends pas personnellement, gamin. Ils ont toujours été comme ça. Ce n'est pas toi le problème. Ils pensent simplement que bruyant est synonyme de réussite. Ce n'était pas grand-chose, mais c'est resté. Il m'a parlé comme à une personne, pas comme à un accessoire de décor dans le spectacle de Chloé. Après ça, j'ai gardé mes distances. Les fêtes, les anniversaires, peu importe, tout se mélangeait. Les appels sont devenus plus courts. Je leur envoyais toujours des nouvelles, mais c'était surtout le silence de leur côté. J'ai appris que si je ne parlais pas de Chloé, la conversation mourrait en 1 minute. Un Thanksgiving, pendant ma 3e année d'université, j'étais à court d'argent. J'avais travaillé à temps partiel à réparer des ordinateurs dans les dortoirs, mais le loyer venait de manger mon dernier salaire. Les vols étaient chers, alors j'ai ravalé ma fierté et j'ai appelé à la maison. Salut, les vols sont chers cette année. Tu penses que tu pourrais m'aider un peu pour que je puisse rentrer pour Thanksgiving? Maman est restée silencieuse.
Puis papa a pris le téléphone. Ne t'inquiète pas pour ça, Lucas. Que tu viennes ou non ne changera pas grand-chose. On se verra peut-être à Noël. Ils ont dit ça comme s'ils me rendaient service, m'épargnant le dérangement. Je suis resté assis sur mon lit de dortoir, tenant le téléphone comme un idiot. D'accord, ai-je finalement dit. Ouais, bien sûr. C'est logique. Quand Thanksgiving est arrivé, les dortoirs étaient presque vides. Juste moi, un étudiant international au bout du couloir, et le bruit du distributeur automatique qui bourdonnait dans le salon. J'ai acheté des nouilles instantanées au magasin du campus et je les ai mangées devant mon ordinateur portable. J'ai fait défiler Facebook. Ils étaient là, maman, papa, Chloé, Antoine, et leur table de fête sophistiquée. Des pulls assortis, une dinde dorée, une légende du genre, la famille, c'est tout. J'ai ri aux éclats. Pas le genre de rire drôle. Le genre de rire qu'on a quand on a la poitrine serrée et qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Ce n'est pas que j'attendais grand-chose, mais la prise de conscience m'a frappé plus fort que je ne le pensais. Je n'étais pas seulement oublié. J'étais optionnel, comme une fonctionnalité secondaire qu'ils pouvaient activer ou désactiver selon la saison. Plus tard dans la nuit, j'ai ouvert un de mes fichiers de projet, j'ai joué avec du code et je me suis dit qu'un jour je ferais quelque chose de grand. Pas pour leur montrer, juste pour savoir que j'en étais capable. Parce qu'être assis là avec ses ramen instantanés bon marché, à regarder mes parents, la famille, c'est tout, poser pour des photos sans même remarquer la chaise vide à table, c'est là que j'ai compris. Je n'étais pas invisible par accident. Ils le voulaient ainsi. Après Polytechnique, j'ai déménagé à Lyon avec une seule valise, un ordinateur portable qui s'éteignait s'il n'était pas branché sur le chargeur, et une lettre d'offre d'emploi qui payait moins que ce que Chloé dépensait probablement pour une coupe de cheveux. L'entreprise était une petite société de cybersécurité du centre-ville. Ils aimaient appeler ça un « rythme effréné », ce qui signifiait en réalité « tu vas vivre ici et oublier que les week-ends existent ». Le travail en soi n'était pas mauvais. Je m'occupais des systèmes de pare-feu, des correctifs réseau, des choses ennuyeuses mais essentielles. J'étais le gars que les gens appelaient quand quelque chose tombait en panne. Et d'une manière ou d'une autre, ça tombait toujours en panne. Je passais des nuits blanches à réparer des serveurs pendant que mon manager s'attribuait le mérite des rapports. Quand les primes sont arrivées, il en a eu une. Moi, j'ai eu un, continue comme ça. Après 3 ans à trimer, à arriver tôt, à rester tard, à apprendre chaque système par cœur, j'ai finalement réalisé que le calcul n'était pas bon. Chaque chèque de paie ressemblait à une insulte. Alors, en 2016, j'ai démissionné. Je me souviens d'être assis dans mon appartement d'une chambre, regardant mon courriel de démission et pensant, eh bien, on y va. J'ai créé ma propre entreprise, Nexacor, depuis mon salon. J'avais un bureau, une machine à café qui semblait à l'agonie, et le genre de détermination qui vous rend un peu stupide. Les premiers mois ont été chaotiques. Je rencontrais des clients dans des cafés, parfois dans des halls d'hôtel, car je n'avais pas de bureau. Je construisais des systèmes de sécurité pour de petites entreprises, des petites boutiques familiales, des cliniques, des startups. Je codais 14 heures par jour, mangeant à peine, essayant de ne pas donner l'impression que je gérais tout ça en solo. Pendant un certain temps, ça a fonctionné. L'argent rentrait au compte-gouttes. J'ai même commencé à penser que cela pourrait être le début de quelque chose de grand. Puis un contrat a mal tourné. Un client a prétendu que ma mise à jour de sécurité avait cassé son système de paiement. Ils ont cessé de payer et ont menacé de poursuivre. Ce client a fait boule de neige et a entraîné 3 autres qui exigeaient des remboursements que je ne pouvais pas me permettre. Mes factures se sont accumulées. Mon loyer était en retard. Et juste comme ça, je suis passé de « jeune entrepreneur » à « le type qui risque de voir son ordinateur portable saisi ». J'ai appelé mes parents. Erreur numéro 1. Maman a répondu, sa voix dégoulinante de fausse inquiétude. Lucas, tu aurais vraiment dû y réfléchir. Les affaires, c'est risqué, tu sais. Ouais, merci, maman. J'avais compris, ai-je dit, en essayant de garder un ton calme. J'ai juste besoin d'un petit prêt. Je te le rembourserai dans quelques mois. Papa a pris le téléphone. Pourquoi tu ne te trouves pas un vrai travail? Le cabinet de Chloé marche très bien. Elle a choisi quelque chose de stable. Je me suis frotté la tempe. Je n'ai pas demandé de conseil de carrière, papa. Juste un prêt à court terme.
Tu as fait tes choix, a-t-il dit. Il est temps de les assumer. C'était la fin de cette discussion. Alors, j'ai appelé Chloé. Elle était avocate à l'époque, ou du moins, elle aimait le rappeler aux gens. Je me suis dit qu'elle pourrait peut-être m'orienter dans la bonne direction. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, avec un bruit de bureau bruyant en arrière-plan. Lucas. Salut, quoi de neuf? Besoin d'aide juridique? Oui, en quelque sorte. Un client m'attaque pour rupture de contrat. J'ai juste besoin d'eux. Elle m'a coupé, en riant. Ouah, déjà poursuivi en justice? Ça n'a pas traîné, hein? Ouais, hilarant, ai-je dit d'un ton sec. Tu peux m'aider ou pas? Pas, a-t-elle dit. Et aussi, ne m'appelle pas pour ce genre de truc. J'ai de vrais clients. Puis elle a raccroché. J'ai fixé mon téléphone pendant une bonne minute, luttant contre l'envie de le jeter. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre d'une agence de recouvrement et un avertissement de mon propriétaire. Cette nuit-là, je me suis assis dans mon appartement, entouré de tasses de café vides et de contrats imprimés, pensant que j'avais peut-être vraiment fichu en l'air toute ma vie. Il me restait un numéro à essayer, l'oncle Rémi. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Lucas, mon garçon, qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que tu as avalé une pile. J'ai tout fichu en l'air, Rémi, ai-je dit. Mon entreprise coule. Je suis fauché. J'ai un client qui menace de me poursuivre, et mes parents pensent que je suis la risée de tous. Il est resté silencieux pendant une seconde. Puis il a dit, tu n'es pas foutu. Tu es juste en avance. Tout le monde s'écrase avant de comprendre comment atterrir. Je ne savais même pas quoi dire. Je n'étais pas habitué à ce que quelqu'un ne remue pas le couteau dans la plaie. Il a demandé les détails, chaque ligne du contrat, chaque stupide erreur que j'avais faite. Puis il m'a dit, j'ai un copain qui est avocat. Vieille école, pas cher, mais bon. Je lui demanderai de t'appeler. Et, Lucas? Ouais. N'abandonne pas. Tu as un cerveau, gamin. Tu as juste besoin de meilleures personnes autour de toi. Je vais te virer de l'argent pour que tu puisses garder les lumières allumées. J'ai failli lui dire de ne pas le faire, mais quand on vit de snacks de distributeurs automatiques, la fierté ne paie pas le loyer. L'argent est arrivé sur mon compte le lendemain matin, assez pour respirer. L'avocat s'est occupé de la plainte, a réglé l'affaire discrètement. Quand j'ai appelé Rémi pour le remercier, il a dit, maintenant que c'est réglé, arrête de perdre ton temps à t'apitoyer sur ton sort. J'ai quelques relations qui pourraient vraiment apprécier ce que tu sais faire. Laisse-moi passer quelques coups de fil. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un ne me disait pas que j'étais une déception. Au cours des 6 mois suivants, j'ai reconstruit ce qui restait de ma vie, j'ai vendu mon ancien matériel, j'ai officiellement fermé Nexacor et j'ai commencé à aider l'un des contacts de Rémi avec de petits boulots de sécurité en parallèle. Ce n'était pas prestigieux, mais c'était quelque chose. Chaque fois que je lui envoyais un rapport d'avancement, Rémi répondait quelque chose comme « Je te l'avais dit, gamin. Continue de bosser dur. Tu n'as pas encore fini. » Et pour la première fois depuis que j'étais un enfant tenant ce stupide certificat de robotique, j'y ai vraiment cru. L'année suivante, les relations de Rémi m'ont aidé à décrocher un poste de directeur dans une entreprise de sécurité de taille moyenne en périphérie du centre-ville de Lyon. Ce n'était pas prestigieux, mais c'était solide. Je dirigeais une petite équipe, je m'occupais des systèmes des clients et j'ai appris comment fonctionnaient les vraies affaires. Pas seulement le code, mais le côté moche, les budgets, les contrats, les clients qui voulaient l'impossible pour hier. J'ai travaillé comme un possédé. Premier arrivé, dernier parti, vivant de caféine et de plats à emporter. Chaque fois que quelque chose n'allait pas, je le réparais. Chaque fois que quelqu'un d'autre était paralysé, j'intervenais. En moins d'1 an, mon patron m'appelait le « nettoyeur ». Ça ne me dérangeait pas nettoyer les dégâts des autres payait mieux que de faire les miens. Mais j'ai commencé à remarquer quelque chose. Les supérieurs n'étaient pas aussi intelligents qu'ils le pensaient. Ils passaient des réunions à se disputer sur des palettes de couleurs pendant que je colmatais de vraies failles de sécurité. Ils vendaient des solutions coûteuses qui fonctionnaient à peine, puis se félicitaient de la rentabilité de ces défauts. Je gardais ma bouche fermée, mais ça me dérangeait. 3 ans plus tard, vers 2020, après une réunion particulièrement stupide où un vice-président a suggéré de gérer une fuite de données en la supprimant simplement, j'en ai eu assez.
Je suis rentré chez moi, j'ai tapé ma démission, j'ai cliqué sur envoyer, et je n'ai même pas attendu de réponse. Cette nuit-là, j'ai ouvert un nouveau dossier sur mon ordinateur portable et je l'ai nommé Cyberégide. Je voulais quelque chose de plus intelligent, de plus propre, de vraiment à l'épreuve des balles, un système que les petits hôpitaux et les détaillants pourraient s'offrir sans avoir besoin d'un budget de l'ESA. C'était insensé. Je n'avais aucun financement, aucun soutien, juste un tas d'idées et la voix de Rémi dans ma tête qui disait « Ne te retiens pas cette fois ». Alors, je ne me suis pas retenu. J'ai loué un minuscule bureau au-dessus d'un vieil atelier de mécanique. Le plancher craquait, le chauffage cliquetait, et Internet tombait en panne si quelqu'un éternuait trop fort en bas. Je m'en fichais. J'ai apporté mes tours d'ordinateur, quelques vieux serveurs, et un bureau que j'ai trouvé sur le bon coin. Mon régime alimentaire est devenu de la soupe en conserve et des repas instantanés bon marché. Mon rythme de sommeil était inexistant. Chaque jour, j'écrivais du code jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Je testais, je cassais des choses, je les reconstruisais. J'ai commencé à me réveiller par terre avec la marque du clavier sur le visage. J'étais tellement absorbé que j'ai à peine remarqué la batterie de mon téléphone mourir à cause des appels ignorés. 6 mois plus tard, j'avais la première version fonctionnelle. Elle n'était pas jolie, mais elle était rapide et sécurisée. J'ai envoyé quelques démos. J'ai reçu des réponses polies du type « Nous allons examiner ceci ». Rien de prometteur pour l'instant, mais c'était un début. Puis l'incendie a eu lieu. C'était un jeudi soir. J'étais en train de déboguer un module pour un test client quand les lumières ont vacillé. J'ai pensé que le réseau électrique faisait encore des siennes. 5 minutes plus tard, l'air sentait le plastique brûlé. Je me suis retourné et j'ai vu de la fumée s'échapper d'une des rallonges près du mur du fond. Merde. Pas maintenant, me suis-je crié à moi-même en courant. J'ai arraché la prise, mais c'était trop tard. La prise grésillait et les flammes ont commencé à lécher le plaque-au-plâtre. J'ai attrapé l'extincteur le plus proche, j'ai tiré la goupille et j'ai pulvérisé jusqu'à ce que l'engin ne crache plus que de l'air. Ce n'était pas assez. J'ai couru vers la porte, mais c'est alors que j'ai réalisé, les serveurs. Tout ce que j'avais construit était sur ces disques. Des mois de travail. Mon cerveau disait de courir, mais mes jambes sont allées dans l'autre sens. J'ai enroulé mon sweat à capuche autour de ma bouche, je suis retourné à l'intérieur et j'ai débranché l'unité principale. La fumée était assez épaisse pour me piquer les yeux. J'ai laissé tomber la moitié de l'équipement, j'ai trébuché sur une boîte, et j'ai mal atterri sur mon poignet. Une douleur fulgurante a parcouru mon bras. Le temps que je sorte en titubant, toussant comme un idiot, les pompiers arrivaient déjà. Je suis resté là, sur le trottoir, à regarder l'endroit brûlé. Le bureau dans lequel j'avais investi ma vie se transformait en boue noire devant moi. Quand ce fut terminé, un des pompiers s'est approché. « Assurance ? » ?»« Ouais, » ai-je dit automatiquement. Mais plus tard, j'apprendrai que ma police ne couvrait pas les pannes électriques dues à un câblage défectueux. En gros, j'étais foutu. Cette nuit-là, je me suis assis dans ma voiture, regardant l'équipement que j'avais réussi à sortir, un moniteur à moitié fondu, une tour grillée, et un serveur qui semblait avoir traversé une zone de guerre. Pendant une seconde, j'ai pensé à tout abandonner. Peut-être que mes parents avaient raison. Peut-être que j'étais programmé pour la déception. Puis j'ai reçu un texto de Rémi, j'ai entendu parler de l'incendie. « Tu vas bien ?» Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il a répondu 2 minutes plus tard, « Donne-moi un jour. J'ai un gars qui pourrait peut-être aider. » Le lendemain matin, il a appelé. Un vieil ami à moi, ingénieur système à la retraite. Un peu ermite, mais cet homme peut récupérer des données comme personne. Je lui ai dit que tu en valais la peine. J'ai conduit 2 heures jusqu'à une petite ville où vivait ce type. Il avait l'air de ne pas avoir vu la lumière du jour depuis une décennie, mais il faisait des merveilles. Il a pris mes disques endommagés, les a branchés sur son installation à la Frankenstein et a dit « Donne-moi une semaine. » 5 jours plus tard, il a appelé. « Je n'ai pas tout récupéré, » a-t-il dit quand je suis arrivé. Mais assez. Je l'ai ramené à la maison, je l'ai branché et j'ai regardé le code. La moitié avait disparu, mais le cœur était là. J'ai reconstruit le reste de mémoire et à partir de notes. J'ai travaillé jour et nuit. Sans distraction, sans sommeil, juste une concentration brute. 3 mois plus tard, Cyberégide n'était pas seulement de retour.
Il était plus rapide, plus fort, plus intelligent. L'incendie ne l'avait pas tué, il avait éliminé les parties faibles. Un mois plus tard, j'ai reçu un courriel d'une chaîne d'hôpitaux à qui j'avais fait une proposition des mois auparavant. Ils voulaient parler de contrat. Puis un autre d'un groupe de vente au détail. Quand j'ai vu l'accord signé arriver, je suis resté assis là à le regarder, ne sachant même pas comment réagir. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Rémi. Il a répondu avec son sarcasme habituel. On dirait que tu as soit gagné au loto, soit été arrêté. Je l'ai eu, Rémi, ai-je dit, la voix tremblante. Le contrat est réel. Il a fait une pause d'une seconde, puis a ri. Alors fonce, gamin. Ne te retiens pas cette fois. Je n'en avais pas l'intention. Le premier contrat hospitalier a ouvert la porte, et en 6 mois, Cyberégide n'était plus seulement un projet parallèle. C'était une entreprise à part entière. La nouvelle s'est répandue rapidement dans le secteur. Les hôpitaux se sont passés le mot, les détaillants ont appelé, même de petits bureaux gouvernementaux étaient intéressés. Soudain, j'étais dans des avions chaque semaine, à faire des présentations, à réparer, à développer. C'est arrivé au point où j'ai dû embaucher des gens juste pour garder ma boîte de réception sous contrôle. Mon premier employé était un jeune nommé Adrien, nerveux, vif, qui me rappelait moi-même avant que je n'aie des cernes permanents sous les yeux. Puis sont venus 3 autres, puis 10. Avant que je ne m'en rende compte, je dirigeais une véritable équipe. Nous avons quitté ma location incendiée pour un vrai bureau. Un bureau propre cette fois, du genre où le plancher ne craquait pas et où le Wi-Fi ne tombait pas en panne à chaque fois que quelqu'un tirait la chasse d'eau. J'ai acheté de vrais bureaux, de vraies chaises, même un bar à snack. Je disais en plaisantant que c'était la chose la plus corporative que j'ai jamais faite. La croissance était ridicule. Quelques bureaux gouvernementaux ont commencé à tester Cyberégide dans des programmes pilotes. Les hôpitaux se le recommandaient les uns les autres, et les chaînes de vente au détail voulaient un meilleur cryptage pour les données des clients. Cyberégide se propageait rapidement, et chaque nouveau contrat semblait irréel. Mes parents, bien sûr, n'en avaient aucune idée. Je n'en parlais pas. C'était plus drôle comme ça. La nuit, je regardais la liste croissante des clients et je pensais, alors, c'est ça que ça fait d'être celui qu'ils ne peuvent pas ignorer. 2 hivers plus tard, la grande offre est arrivée. Un conglomérat de cybersécurité, du genre qui avale les petites entreprises comme des amuse-gueules, m'a contacté. Il voulait acheter Cyberégide purement et simplement. 46 millions d'euros. J'ai d'abord cru à une blague. J'ai relu le courriel 4 fois avant de le transférer à mon avocat. Il a confirmé que c'était sérieux. Lorsque l'accord a été conclu, je me suis assis dans la salle de conférence aux parois de verre, fixant les derniers documents. Les signatures semblaient fausses, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Tout le monde me serrait la main, me félicitait, et j'essayais juste de réaliser que je n'étais plus fauché. Je n'étais plus rien. Avant de signer, j'ai appelé l'oncle Rémi. Rémi, ai-je dit. Je vais te faire rire. Il a gémi. Si c'est encore une de tes blagues sur la sécurité, épargne-moi. Non, ai-je dit en souriant. Tu te souviens quand tu as dit que je finirais par comprendre comment atterrir après m'être écrasé. Tu avais raison. Cyberégide est en train d'être racheté. 46 millions. Silence, puis un long sifflement. Eh bien, bon sang, gamin. Je m'attendais à une bonne nouvelle, pas à l'annonce d'un méchant de James Bond. J'ai ri. Tu m'as maintenu à flot quand tout le monde m'a laissé tomber. Je n'ai pas oublié. J'ai déjà mis une part de côté pour toi. Après la clôture de l'affaire, tu auras ta part. Tu es officiellement mon partenaire dans ce pétrin. Lucas, c'est ton argent. C'est notre argent, les jeux coupés. Tu m'as soutenu quand personne d'autre ne le faisait. Tu l'as mérité. Pour une fois, il n'a pas eu de répartie. Il a juste dit, tu es un homme bien, gamin, de cette voix rauque qui semblait allergique aux compliments. Quand j'ai quitté cette réunion, je n'ai pas fait la fête. Je ne suis pas allé acheter des voitures ou organiser des soirées. Je suis rentré chez moi, je me suis assis sur le canapé et j'ai regardé mon application bancaire comme si elle se moquait de moi. 46 millions d'euros. On pourrait penser que je me serais senti invincible. Au lieu de cela, je me sentais étrangement calme à l'intérieur. Une semaine plus tard, j'ai acheté un chalet Pentouze à flanc de montagne à Courchevel. Il était à mi-hauteur d'une montagne,
tout en verre et en bois sombre, le genre d'endroit où le silence a un poids. Des fenêtres du sol au plafond qui donnaient sur une vallée saupoudrée de neige. Je ne l'ai pas acheté pour frimer. Je l'ai acheté parce que je voulais de l'espace, le genre que ma famille ne m'a jamais donné. J'ai tout conçu moi-même, j'ai choisi les meubles, les lumières, même les finitions de la quincaillerie. Ce n'était pas luxueux pour l'apparence. C'était efficace, intelligent, épuré. J'ai engagé une gérante de propriété nommée Élise, une ancienne directrice des opérations hôtelières. Très organisée, pragmatique. Elle dirigeait l'endroit mieux que la plupart des PDG. Chaque matin, je me tenais près de ses fenêtres, une tasse de café à la main, regardant la neige s'accumuler et le brouillard glisser entre les arbres. C'était l'exact opposé de mon ancien appartement, calme, serein, paisible. Pour la première fois, je pouvais m'entendre penser. La vie semblait stable. Le travail était solide, l'argent n'était pas un problème, et Rémi et moi parlions presque tous les jours. La transition de l'entreprise s'est déroulée sans heurts, et j'avais suffisamment d'investissement pour être à l'aise pour toujours. Tous ces événements ont mené au jour du texto de Noël, nous faisons un petit Noël. Pas de bon à rien cette année, donc il n'y aura que ta sœur et sa famille. Même ton, même schéma, comme si j'étais un collègue qu'ils excluaient poliment d'un déjeuner de groupe. Cette fois, j'ai vraiment ri aux éclats, pas amèrement, juste ce genre de rire court et sec qui vient quand on réalise que certaines personnes ne changent jamais. Je me souviens d'être debout près de la fenêtre. Les montagnes semblaient infinies, la neige réfléchissant chaque parcelle de lumière, comme si le monde était fait de verre. En bas, mon allée serpentait à travers les pins, comme sur une carte postale. Je suis resté là, tenant mon téléphone, pensant à toutes les années où ils avaient fait ça, à chaque événement, familial uniquement, à chaque désinvitation de dernière minute. Les enfants de Chloé avaient probablement des pulls assortis. Moi, j'avais un texto. Petit Noël, ai-je marmonné. Ouais, vraiment petit sans la seule personne qui a réellement accompli quelque chose. Je n'étais plus le gamin silencieux qui mendiait l'approbation. Je n'étais plus celui qui réparait les lumières au mariage de Chloé ou qui demandait de l'argent pour un billet d'avion. J'avais construit quelque chose à partir de rien, à partir de cendres et de câblages brûlés, et maintenant j'avais tout ce qu'il disait que je ne pourrais pas avoir. Alors, j'ai posé le téléphone, j'ai pris une autre gorgée de café et j'ai souri à mon reflet dans la fenêtre. S'ils ne voulaient pas de moi à leur table, très bien. Cette année, je construirai la mienne et je m'assurerai que ce soit une table à laquelle ils ne seraient plus jamais invités. J'ai d'abord appelé l'oncle Rémi. Il a décroché à la deuxième sonnerie, avec la même voix rauque. Si tu appelles pour te plaindre de tes parents, fais la queue. Pas cette fois, ai-je dit. J'organise Noël. Chez moi, à Courchevel. Tu es partant? Il a hésité une demi-seconde. Oh que oui, je suis partant. J'amènerai Clara et tous ceux qui ne sont pas allergiques à la neige. Parfait, ai-je dit. Amène tout le monde. Ensuite, j'ai appelé tante Sophie, puis des cousins que je n'avais pas vus depuis le lycée, de vieux amis de Polytechnique, et même quelques-uns de mes premiers employés de cyberégide qui étaient restés pendant les jours difficiles. Chacun d'eux a dit oui. Sans hésitation. Les jours suivants ont été chaotiques. J'ai laissé Élise gérer la logistique, vol, voiture, chambre. C'était une machine. Quand elle a eu fini, j'avais une liste complète d'invités, des navettes privées, et assez de nourriture prévue pour nourrir une petite armée. La cuisine ressemblait à une émission de cuisine, le genre avec 6 fours et pas assez de jurons. La veille de Noël, le chalet était vivant. Les bagages s'empilaient près de la porte, les rires résonnaient contre les murs, des gens que je n'avais pas vus depuis des années s'étreignaient comme si le temps ne s'était pas écoulé. L'oncle Rémi est entré le premier, de la neige sur sa veste, souriant comme un enfant. « Gamin », a-t-il dit en regardant autour de lui. « Tu as minimisé les choses. Cet endroit ressemble à un décor de film. »« Ouais », ai-je dit en souriant. Sauf que le scénario est vraiment bon cette fois. Il a ri, m'a frappé dans le dos et a commencé à me présenter à la moitié des parents que je me souvenais à peine. Les enfants de mes cousins couraient partout, glissant sur les parquets. La cheminée rugissait, la musique jouait, et pour une fois, personne ne marchait sur des œufs. Puis le téléphone a commencé à sonner. Un de mes cousins, Marc, a regardé son écran et a dit « c'est ton père. » Réponds, ai-je dit, sachant déjà comment ça allait se passer. Marc l'a mis sur haut-parleur. « Salut, oncle Gérard.
Joyeux Noël. Marc, où êtes-vous? On vous attend depuis ce matin. Les enfants de Chloé ouvrent leurs cadeaux. Marc m'a jeté un coup d'œil, souriant à moitié. Oh, on est chez Lucas. À Courchevel. C'est incroyable ici. Silence de mort. Puis la voix de papa, sèche, vous êtes où? Au chalet de Lucas, a dit Marc, essayant de ne pas rire. Il a invité tout le monde. Papa a raccroché sans un mot de plus. 2 minutes plus tard, le téléphone d'un autre cousin a sonné. Puis un autre. C'était au tour de maman de faire sa tournée d'appel. Même question à chaque fois. Même réponse, même raccrochage. Je n'étais pas surpris. C'est ça, le truc avec les gens qui se croient tout permis, ils pensent que le monde ne tourne plus rond quand il arrête de tourner autour d'eux. Au moment du dîner, Élise s'était surpassée. Dinde rôtie, jambon glacé, assez de plats d'accompagnement pour nécessiter une deuxième table. L'air sentait le beurre et la cannelle. Les fenêtres brillaient d'une lueur orange provenant du feu. On aurait dit le genre de Noël que j'imaginais quand j'étais enfant en regardant les publicités de vacances. Vers 8 heures, on a frappé à la porte. Élise a ouvert et, debout là dans un épais manteau, de la neige dans les cheveux, se trouvait grand-père François. Il a souri en me voyant. J'ai dit à tes parents que j'avais la grippe. J'ai quand même pris l'avion. J'ai ri. Bien sûr que tu l'as fait. Entre, mon vieux. Il est entré, a regardé autour de lui et a simplement sifflé. C'est une sacrée installation, Lucas. Tu l'as enfin fait. Il était temps que quelqu'un le remarque, ai-je dit en lui tendant une assiette. Il a fait un clin d'œil. Oh, ils ont remarqué. Crois-moi. Ta mère appelle tout le monde du groupe de l'église pour essayer de comprendre comment tu as réussi ça. Le reste de la nuit a été parfait. Le genre de chaos qui semble juste. Rémi se disputant avec Clara pour savoir qui avait apporté la mauvaise tarte. Quelqu'un a posté des photos en ligne, Noël au chalet de Lucas. La vue est dingue. En 1 heure, elles étaient partout. Ma boîte de réception a explosé de tags, de mentions et de messages directs. Vers 10 heures, mon téléphone a vibré avec un texto de Chloé, « Bon sang, c'est chez toi ?» Je l'ai regardé une seconde, puis j'ai répondu, « Ouais. Petit Noël cette année. » J'ai posé le téléphone et je suis retourné dans le salon. Rémi était assis près de la cheminée, un verre de soda à la main, regardant tout le monde rire. « Regarde ça », a-t-il dit en faisant un geste. « Tu as construit quelque chose de réel, gamin. Pas seulement de l'argent. » Ça. Ouais, ai-je dit, m'adossant à ma chaise. Et je n'ai même pas eu besoin d'un solo de chorale pour attirer l'attention. Il a gloussé, secouant la tête. La neige dehors continuait de tomber, épaisse et silencieuse. À l'intérieur, la pièce était chaude, lumineuse, vivante. J'ai regardé autour de moi. Une famille qui se souciait vraiment. Des amis qui m'avaient vu échouer et qui étaient quand même venus. Des gens qui mangeaient, riaient, vivaient. Pour la première fois, je n'étais pas l'étranger qui regardait à travers la fenêtre. J'étais celui dont la maison était pleine de gens, celui qui faisait de la place pour tout le monde. Et le meilleur dans tout ça? Mes parents étaient assis quelque part, fixant leur téléphone, réalisant que Noël s'était enfin déroulé sans eux. Le lendemain matin, j'étais encore à moitié endormi quand mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Identifiant de l'appelant, papa. Sans surprise. J'ai répondu. Bonjour. Bonjour? Sa voix était assez tranchante pour couper du verre. Tu nous as humiliés, Lucas. Tout le monde parle de ton petit cirque de Noël. À quoi diable pensais-tu? Je me suis assis, me suis frotté les yeux. Je pensais à passer de bonnes vacances avec des gens qui se présentent vraiment. C'était notre Noël, a-t-il lâché. Tu l'as volé. Tu as invité tout le monde, notre famille, nos amis, sans même nous le dire. Correction, ai-je dit, en gardant un ton calme. J'ai invité les gens dont vous aviez oublié l'existence. Grosse différence. En arrière-plan, j'entendais maman intervenir, théâtrale comme d'habitude. As-tu la moindre idée de l'image que ça nous donne? Tout le monde a vu ces photos en ligne. Ton chalet, ta fête. Même ton grand-père. Les gens nous appellent pour nous demander pourquoi nous n'étions pas là. J'ai failli rire.
Vous voulez dire à la maison de votre fils bon à rien que vous n'avez pas invité à votre Noël? Ouais, c'est fou. Papa a expiré bruyamment par le nez. Tu sais quoi? Je ne vais pas faire ça. Dis-moi juste. Dis-moi juste une chose. Comment as-tu pu te permettre tout ça? Ah, voilà. La vraie raison de l'appel. Je me suis levé, je me suis approché de la grande fenêtre. La neige tombait toujours, les montagnes brillaient sous la lumière du matin. Tout le monde dormait encore. Tu te souviens de Cyber-Égide? Ai-je dit nonchalamment. Ouais, a-t-il dit. Ton truc de technologie. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Je l'ai vendu, ai-je dit. Pour 46 millions. Silence. Pendant 10 bonnes secondes. Puis la voix de maman, tremblante et aiguë, 46. 46 quoi? Millions, ai-je répété. Avec un M, papa a eu un hoquet. Tu plaisantes. Non, ai-je dit. C'est réel. Tu pourrais le chercher sur Google, si jamais tu cherchais autre chose sur Google que le cabinet d'avocats de Chloé. Ils se sont mis à parler en même temps, leur voix se bousculant, le choc se transformant en quelque chose de plus laid. Maman a été la première à le dire. Nous sommes ta famille, Lucas. Cet argent. Il nous appartient à tous, en quelque sorte. Pardon? Eh bien, nous t'avons soutenu. Pendant tes études, pendant ton. J'ai ri. Soutenu? Vous voulez dire les années où vous m'avez ignoré, où vous m'avez dit de trouver un vrai travail, et où vous m'avez exclu de toutes les fêtes? Ce genre de soutien. Ne sois pas ridicule, a dit papa. Nous sommes toujours tes parents. Tu ne serais même pas là où tu es sans nous. À ce moment précis, grand-père François est entré dans la cuisine en traînant les pieds, vêtu d'une robe de chambre et tenant une tasse. Qui fait tout ce bruit si tôt? Je lui ai fait signe de s'approcher. Tu vas adorer ça, ai-je dit, en mettant le téléphone sur haut-parleur. La voix de maman est arrivée, forte et claire. Point Lucas, écoute. On ne demande pas grand-chose, juste quelque chose d'équitable. Une part familiale. Grand-père a posé sa tasse et s'est penché sur le téléphone. Vous avez un sacré culot, tous les deux, a-t-il grogné. Papa, a dit mon père, surpris. Oh, ne m'appelle pas papa, a lâché grand-père. Vous avez ignoré ce garçon pendant des années, l'avez traité comme un raté, et maintenant vous pleurez parce qu'il a enfin fait quelque chose sans vous? Vous devriez avoir honte. Maman a commencé à bafouiller. Nous ne sommes pas nous justes. Et Chloé, a coupé grand-père. Si tu écoutes ces bêtises, tu devrais aussi avoir honte. Comme par hasard, une autre voix s'est jointe à la conversation. Chloé. Grand-père, s'il te plaît. Ce n'est pas comme ça. Notre Noël avait l'air triste comparé au sien. Tout le monde nous demandait pourquoi nous n'étions pas invités. La prochaine fois, a dit grand-père, sa voix sèche mais ferme, traitez-le comme un membre de la famille avant de vous plaindre d'être exclu. Personne n'a dit un mot après ça. On pouvait presque entendre leur fierté se fissurer à travers le haut-parleur. Puis papa a marmonné quelque chose à propos de parler plus tard et a raccroché. Grand-père s'est adossé à sa chaise, souriant. Ça a fait du bien. Mieux que le café, ai-je dit. Il a gloussé. Ils s'en remettront, ou pas. Quoi qu'il en soit, tu es libéré de leurs bêtises maintenant. Et il avait raison. Le reste de la journée a été parfait. La neige dehors était assez épaisse pour une bataille de boules de neige qui a duré 1 heure. Rémi et moi nous sommes fait écraser par une bande de gamins de 10 ans, mais je m'en fichais. À l'intérieur, la cuisine sentait les crêpes et le café. Ce soir-là, je me suis assis près du feu avec grand-père. Il a regardé les flammes et a dit, tu sais, je crois que tu as enfin trouvé les tiens. Ouais, ai-je dit doucement. Ça m'a pris assez de temps. Il a levé sa tasse. Fais en sorte qu'il mérite ton respect, gamin. Tu vaux plus que leur approbation. J'ai hoché la tête. Plus tard, en vérifiant mon téléphone avant de me coucher, il y avait un nouveau message de Chloé, je suis désolé, Lucas. Vraiment. J'ai été jalouse pendant des années. Tu as pris des risques, et moi, je n'ai fait que suivre ce que maman et papa me disaient. Je ne le voyais pas à l'époque. Maintenant, je le vois. Je l'ai lu 2 fois, j'ai verrouillé mon téléphone et je l'ai posé face contre table sur la table de nuit.
Pas de réponse. Dehors, la neige continuait de tomber. Le feu a crépité une fois, puis s'est calmé. Ce n'était pas de la vengeance. C'était la liberté. J'ai construit quelque chose de réel, non pas pour leur prouver qu'ils avaient tort, mais pour prouver que je pouvais tenir debout sans eux.